Alors bonjour, bienvenue, merci de venir écouter mon histoire. Aujourd'hui, on va parler de JSON. Alors JSON, c'est un format que tout le monde utilise, on n'a presque pas le choix. Quand on utilise une application mobile, une application web en 2017, on utilise forcément du JSON. Quand on construit, quand on décrit une architecture logicielle, c'est sans doute la dernière partie, le dernier morceau qu'on va mettre en doute ou sur lequel on va penser à des menaces. Et pourtant, c'est un format qui, s'il est largement utilisé, il est, je pense, quand même assez méconnu. Juste pour vous donner une idée, j'ai mis quelques lignes de JSON ici en haut du slide, et on voit déjà des choses bizarres. Vous voyez des choses bizarres dans ce JSON? Est-ce que c'est du JSON? Ah, déjà on est embêté, est-ce que c'est du JSON? Il faudrait une spécification pour dire ça. Elles sont où les spécifications? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir ça. En fait, il est bizarre ce JSON parce qu'il y a déjà des caractères échappés. Alors, on se doute qu'il y a des caractères qui peuvent être échappés, mais d'autres pas. Qu'est-ce qu'il en est? Après, on voit qu'il y a un dictionnaire, c'est-à-dire un objet avec un système clé-valeur. Mais ouais, sauf que là, il y a des clés identiques. Mais c'est quoi une clé identique? J'ai deux fois Black Alps, ça c'est identique à ça, ok. Mais Black Alps en minuscule, est-ce que c'est identique aussi? Est-ce qu'un string il peut être décrit avec des double quotes ou bien des single quotes? Est-ce qu'on peut avoir deux virgules qui se suivent sans contenu? Donc voilà, si on commence à regarder la structure d'un JSON, en fait, on peut commencer à imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, tous les cas limites finalement. Donc là, on s'inscrit finalement dans une approche qui va consister à essayer de trouver des problèmes de sécurité à partir non pas d'une approche white box en lisant du code, etc., ni black box où on connaîtrait rien du système, mais une approche qui rejoint un petit peu. Enfin, moi, j'étais largement inspiré donc par le travail de Angel Albertini, dans le sens où on va commencer à lire les spécifications, à regarder s'il y a des contradictions, s'il y a des imprécisions, et puis à comparer ensuite les implémentations réelles avec la spécification. Alors, on pourrait rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais au-delà du JSON, parce que demain, peut-être, vous avez aussi vos propres centres d'intérêt ou bien vos propres logiciels auxquels vous vous intéressez. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que c'est une spécification et quel rôle elle joue. Moi, j'ai appliqué cette approche au JSON, mais on peut l'appliquer à finalement n'importe quoi. Et pour ça, je vais faire un petit jeu. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un gars qui s'appelle James Hagg, mais qui consiste à essayer de spécifier qu'est-ce qu'on met dans un frigo. Ça paraît simple, et ben c'est pas si simple que ça. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre une moto dans un frigo? Évidemment, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Mais quand on parle à une machine, il faut spécifier ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on peut mettre dans un frigo tout ce qui rentre dans un frigo. Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'on peut mettre, c'est qu'est-ce qu'on met en pratique. Alors est-ce qu'on met des ours en peluche dans les frigos? Évidemment non. Pourquoi? Parce que ça se mange pas. Donc on a déjà deux spécifications. Il faut que ça rentre dans le frigo, il faut que ça se mange. Alors est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Ça se mange, ça va dans un frigo, ouais, mais ça coule. Donc il faut que les liquides soient dans des bouteilles. Est-ce qu'on peut mettre du maïs? Ça coule pas, c'est pas un liquide, ça se mange, ça va dans un frigo, etc. Donc il faut que les objets qui normalement vont dans une boîte soient stockés dans une boîte. Est-ce qu'on met du sel? Ben non, parce qu'il n'a pas besoin d'être au froid. Donc il faut mettre des choses qui doivent être gardées au froid. Alors on peut mettre un pingouin. Oui, mais on met pas un pingouin. Pourquoi? Parce que c'est vivant. Alors on va dire non, on veut pas de choses vivantes dans un frigo. Mais on va commencer à faire des exceptions, parce qu'il y a des bactéries dans les yaourts. Alors la règle ne s'applique plus. Et ainsi de suite. Donc en fait, notre règle, c'est tout ce qui est comestible, mais il y a le problème des médicaments. Les gens mettent des fois des médicaments dans les frigos. Est-ce que c'est comestible un médicament? Ça veut dire quoi comestible? On va commencer à se poser des tas de questions dès qu'on élabore une spécification sur le sens des mots, et des fois c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut mettre des produits, est-ce qu'on met des produits chimiques ou des organes? Oui, mais il faut que ce soit un frigo de laboratoire. Et si on fait ça, on ne peut pas le stocker avec du café glacé ou des choses qui vont se manger, qui sont mal emballées. Et on n'a encore rien dit de la température. On parle de quelle plage de température? Et combien de temps on va stocker ces choses dans le frigo? Donc voilà, à partir de cas simples de la vie réelle, on se rend compte que élaborer une spécification, et a fortiori lire et comprendre une spécification, c'est des fois plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors maintenant, intéressons-nous aux specs JSON. Alors c'est quoi les specs JSON? Ça vient d'où? Et où est-ce qu'on les trouve? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, c'est ce monsieur Crockford qui a, on peut pas dire inventé, mais on pourrait dire décrit, spécifié des spécifications au début des années 2000. Et il a voulu cette spécification très simple, à tel point qu'il a pu en écrire la grammaire au dos d'une carte de visite. Alors très bien, keep it simple, tout le monde ici adore les choses simples. Mais on va voir que des fois, quand c'est trop simple, ça pose d'autres problèmes. Et cette grammaire, elle est si simple qu'elle n'est pas versionnée. Il n'y a pas de numéro de version JSON, on ne fait pas du JSON 2.4, ça n'existe pas. Il a dit ça c'est JSON, jusqu'à la nuit des temps, ce sera comme ça ne va jamais changer. On va voir que c'est pas si simple que ça. Donc elles sont où ces specs? La première, elle est décrite sur json.org.
à l'aide de petits diagrammes comme ça, très simples. Ça paraît tellement séduisant, ça paraît tellement... Et déjà, on voit qu'ici, c'est marqué string. C'est quoi un string? Là aussi, c'est déjà une question très ennuyeuse du point de vue du développement et de la sécurité. Une fois que cette grammaire a été décrite puis largement utilisée, à un moment, il a fallu l'introduire dans des standards de référence pour que d'autres spécifications puissent s'y référer, etc. Il a fallu introduire un MIME-type pour que les serveurs puissent déclarer quel type de données ils envoyaient. Donc tout ça, ça a été spécifié en 2006 dans une RFC. Puis, ensuite, ECMA, c'est donc les gens qui font la spécification du JavaScript. Ils ont intégré le JSON dans leur spécification. Dans une première version ici, puis dans une deuxième version où ils étaient un peu en concurrence avec l'IETF qui fait l'RFC. Et là, en fait, en gros, ils ont fait évoluer le JSON pour qu'il puisse contenir des éléments au premier niveau, comme un chiffre ou un string, qui ne soit pas dans un tableau, par exemple. Droit derrière, une nouvelle RFC qui reprend en gros ce que l'ECMA venait de faire, et puis qui prévient, qui avertit sur un ensemble de mauvaises pratiques. Par exemple, les clés répétées dans les dictionnaires, sans pour autant les interdire. Et en fait, il y a juste un tout petit souci dans cette RFC, c'est qu'ils se sont trompés. Juste, c'est bête, hein, mais juste un caractère. En fait, c'était pas en mars 2013, mais en mars 2014. Donc droit derrière, après la 7158, il y a la 7159 qui corrige ça. Mais voilà, on a déjà 6 endroits différents où on a des spécifications de JSON. JSON qui était censé être pas versionné à la base. Hein. En plus, dans cette RFC, parce que donc là en fait, on a dit il y a un côté, le JSON est décrit d'un côté chez l'ECMA et de l'autre côté dans les RFC de l'IETF. Et il y a déjà un problème insoluble, un problème un peu ontologique, quelque chose qui va accompagner JSON et poser problème jusqu'à la fin des temps. C'est que dans le design goal de JSON, d'après la RFC 7159, il doit être un sous-ensemble de JavaScript. Mais en fait, c'est presque un sous-ensemble, mais juste pas, parce qu'il y a ces deux caractères-là qui ont le droit, qui doivent être échappés en JavaScript, mais qui ne doivent pas l'être en JSON. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc pour ceux qui sont en retard, en fait, on a juste fait un exercice pour essayer de comprendre à quel point c'était difficile d'écrire et de comprendre une spécification. Et on s'est intéressé à savoir d'où venaient les spécifications de JSON et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Alors maintenant qu'on a ces documents, en fait, donc évidemment, je les ai lus, ils sont très courts, très concis, mais évidemment, en les lisant, il y a 1001 idées qui passent par la tête, tous les cas limites qui ne sont pas traités, toutes les imprécisions, même voire les contradictions. Donc voilà, moi j'ai écrit un peu plus de 300 tests, la plupart à la main, avec un petit éditeur hexadécimal, en essayant de traiter tous les cas limites. J'ai aussi, une fois que j'ai écrit tout ça, évidemment, j'ai utilisé un fuzzer pour encore essayer de générer d'autres problèmes, et puis j'ai testé plusieurs dizaines de parseurs, et puis je vais vous expliquer le résultat. Donc déjà, on va traverser un peu les fichiers tests. Alors par exemple, ma petite convention là dans les slides, c'est de souligner les bytes bruts, qui ne sont pas forcément affichables en tant que tels. Donc ça, c'est le byte 0, d'accord ? Donc ça, par exemple, ce sera un fichier test, donc je veux pas qu'il passe, il n'est pas censé passer d'après ma compréhension de la RFC 7159. Il concerne les strings, ça c'est la description de ce qu'il y a dedans, et puis voilà, donc c'est le caractère nul, il peut pas apparaître non échappé, il devrait être échappé, donc le test passe pas. Alors je donne juste quelques exemples de tests pour que vous compreniez le principe. Après, tous les tests ils sont décrits, j'ai fait tout un article et tout ça, vous pouvez aussi aller les voir. C'est vraiment pour comprendre le principe. Donc par exemple les trailing commas, les virgules qui apparaissent après le contenu. Formellement, ça ne fait pas partie de la grammaire JSON, mais en fait, bien souvent, les parseurs les acceptent. Les commentaires, il y a de nouveau, en fait, on va tester, on va rajouter des commentaires après le texte JSON. Les structures pas fermées, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur les tableaux, on va essayer de faire commencer un tableau par une virgule, voir comment les parseurs se comportent, etc. Des tableaux pas fermés, des tableaux avec 2 points au milieu. J'ai highlighté en fait à chaque fois quelques exemples de parseurs de tests et de parseurs pour faire comprendre que chaque parseur va comprendre les choses un peu différemment. Mais simplement, en regardant des schémas aussi simples que ça, on va commencer à imaginer tout ce qui pourrait être faux, tout ce qui pourrait être différent. Les espaces aussi. Par exemple, quand une spec parle de white space, c'est très embêtant parce qu'on ne sait pas ce que c'est un white space. Enfin, il faut que tout le monde soit bien d'accord. Il y a un certain nombre de caractères Unicode qui se voient pas ou qui sont des word joiners ou des choses comme ça. Ou le fait d'avoir zéro data, par exemple.
qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le problème des nested structures. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avec un fichier qui ouvrirait 100 000 tableaux? Qu'il les ferme ou pas, hein. Donc en fait, par exemple, juste une petite démo. Donc ici, j'en ai un comme ça. Il est où? Voilà, c'est lui. C'est quoi? Voilà, donc on a ce caractère crochet ouvrant 10 000 ou 100 000 fois. Ici, là, on a Xcode ouvert, d'accord? Et évidemment, si je glisse le fichier dans Xcode, Xcode plante. Et ça, c'est un comportement qui est très 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 fréquent dans vraiment de nombreux logiciels. En fait, là, c'est simplement le syntax highlighter qui résiste pas, en fait, qui fait un buffer overflow et qui embarque tout le process, quoi. Après, les nombres aussi, ça c'est super ennuyeux, les nombres. En fait, pour nous, c'est assez clair, enfin, nous les humains, ce que c'est qu'un nombre, mais pour une machine et dans une spécification, c'est pas si simple. Donc en fait, sur JSON.org, on trouve ce diagramme qui décrit ce que c'est qu'un nombre. Mais selon les librairies, dans chaque environnement, dans chaque parseur, c'est pas forcément la même chose. Donc par exemple, en JSON, le nan n'existe pas. On peut pas dire not a number. Ça marche pas. Par contre, il y a beaucoup d'environnements pour qui ça existe, donc notamment Python. Donc Python, lui, il écrit allègrement et il relie nan. Alors bien sûr, il y a des options pour lui demander de pas le faire, mais c'est jusqu'à ce qu'il y ait un problème, personne ne va utiliser ça. L'infini aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas en JSON. Pourtant, c'est une forme de nombre, l'infini. Enfin, voilà, on tombe dans des problèmes de définition. Par exemple aussi les caractères hexadécimaux. Il y a plusieurs parseurs qui vont lire ou écrire des valeurs hexadécimales sous la forme 0x. En JSON, ça n'existe pas. On va aussi trouver des tas de problèmes de précision, mais là j'y reviens après. Et les notations exponentielles aussi, elles sont curieusement difficiles à lire et à interpréter pour les parseurs. Là encore, c'est des questions de définition. Donc voilà, ce que je veux montrer, c'est que que ce soit pour les tableaux, pour les strings, pour les nombres, j'ai à chaque fois essayé de créer des fichiers un peu borderline. Alors quand on parle des nombres, évidemment, on va tomber sur les numéros de précision. Alors déjà, à noter que pour JSON, il n'y a pas de différence entre des doubles, des floats, des int, c'est des notions qui n'existent pas, hein. Un nombre, c'est un nombre. Et puis la spec, elle dit quoi? Elle dit ça, ça c'est très compliqué pour quelqu'un qui implémente un parseur. Le parseur, il doit accepter. Must, c'est un must de RFC, c'est une obligation absolue. Si c'est pas respecté, c'est pas valable. Un parseur JSON doit accepter tous les textes qui se conforment à la grammaire JSON. Mais en même temps, on peut mettre des limites. Ah, déjà, c'est compliqué, quoi. Oui, mais alors on doit ou finalement on n'est pas tout à fait obligé. Qu'est-ce qui se passe avec des valeurs extrêmes telles que celle-ci? Est-ce que les parseurs ils ont le droit de lever des erreurs? Est-ce qu'ils ont le droit de modifier le chiffre? Et ils doivent faire quoi? Et en pratique, ce qu'on observe, c'est que la plupart un grand nombre d'API, comme par exemple celle de Facebook et Twitter, de plus en plus, ils transmettent les grands ID pour éviter les problèmes de précision numérique sous la forme de string. Après, il y a encore les objets, donc c'est des dictionnaires, hein, c'est des systèmes clés-valeurs. Donc là aussi, j'ai essayé d'imaginer des fichiers mal formés, quand il y a une clé vide, quand il n'y a pas de clé, quand la clé c'est pas un string, quand la valeur elle est mal cotée, quand il y a 2 points au lieu d'un seul, etc. Et puis il y a le problème des duplicate keys comme ceux dont je parlais au début. Alors les specs, elles nous disent quoi? Encore une fois, on a toujours ce texte qui est une obligation absolue. Un JSON parser doit accepter tous les textes qui se conforment à la grammaire. Donc même s'il y a une clé dupliquée, ça se conforme à la grammaire. Oui, mais les noms des objets devraient être uniques. Ouais, devraient, mais c'est pas obligé alors. Mais on nous dit, toujours dans la même spec, hein, les implémentations peuvent rapporter une erreur, certaines implémentations rapportent une erreur ou bien n'arrivent pas à parser. Ouais, pour moi, c'est pas clair comment est-ce qu'un parseur doit se comporter dans ce cas-là. Et après, enfin, il y a la question des strings. Et les strings, c'est le pire. Comme on disait, alors là, c'est encore, on peut se dire, oui, alors c'est assez simple. On voit que tous ces caractères-là doivent être échappés avec un backslash. Il y a une forme unique, donc U avec 4 caractères hexadécimaux derrière. Et puis ici, il y a une boîte, any Unicode character. C'est tellement commode de dire any Unicode character. Mais Unicode, c'est 1000 pages de spec, sans compter toutes les annexes. Et c'est versionné, donc ça évolue chaque année. Donc, pour moi, dès qu'il s'est marqué un string dans une spécification, ça va être très compliqué. Donc, ça, c'est quelques exemples de fichiers de tests qui vont tester le comportement des parseurs sur les strings. Donc, on va tester tous les cas tordus d'échappement, l'échappement de caractères qui n'existent pas, l'échappement de caractères qui ne sont pas hexadécimaux, l'échappement, donc avec le U, de non pas 4 caractères hexadécimaux, mais seulement 3. On va jouer avec les byte order mark aussi.
on va donner d'autres encodages, on va déclarer un encodage et puis en fait en utiliser un autre, etc. On va aussi utiliser les caractères de contrôle, mais ça je reviens aussi là-dessus après. Et là il faut comprendre que, donc en fait, ça c'est un... Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les tests, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, donc le parseur doit accepter ce qui est valable au niveau de la grammaire, mais comment dire, le vecteur peut être valable au niveau de la grammaire. Par exemple, la représentation sous la forme d'une paire de surrogates, comme on dit, c'est-à-dire un caractère Unicode qui dépasse le BMP, c'est-à-dire qui est trop grand pour être représenté sur 2 bytes. En fait, on va l'encoder, si on veut bien, sur 4 bytes comme ça. Et simplement, l'encodage, la forme encodée peut être valable au niveau de la grammaire, donc elle va passer le filtre du passeur JSON, mais en fait, elle représente une valeur qui est illégale, ou pas valable, ou compliquée, ou problématique au niveau d'Unicode. Bon, ça, c'est un cas classique, mais disons qu'on a un vecteur qui est valable, mais un payload qui est invalide. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le payload est invalide? Ben, là aussi, parce qu'il y a des gens qui commentent après CRFC, donc il y a des errata, et puis en fait, on peut discuter avec les éditeurs et soulever des problèmes. Alors, ça, c'est une remarque qui est très juste, je trouve. On ne peut pas dire à la fois dans la même spécification que la grammaire, elle autorise finalement quelque chose qui est grammaticalement, syntaxiquement au niveau de la grammaire correct, mais qui représente un code point qui n'est pas valable. Et en même temps, dire que cette même spécification, elle se conforme à Unicode. C'est une contradiction. Alors les éditeurs, ils ont dit oui, mais on ne veut pas compliquer la grammaire, alors ce qu'on fait, c'est qu'on peut, dans ce cas-là, remplacer... Donc on va déjà donner la liberté à des parseurs de remplacer les contenus problématiques par... Donc en Unicode, il y a un caractère de remplacement, le FFFD, mais évidemment, il y a plusieurs formes plusieurs manières de l'utiliser. Donc si on a finalement je simplifie, mais si on a 3 caractères problématiques, on peut remplacer par 3 caractères de remplacement ou un seul. Et voilà, il y a déjà plusieurs manières de l'utiliser. Donc c'est un... Je ne veux pas dire que c'est un cauchemar, c'est pas un cauchemar, mais c'est complexe, quoi. C'est pas straightforward, c'est pas immédiat, et surtout, ben, c'est ouvert à la discussion, donc il n'y a pas 2 personnes qui vont être d'accord. Donc pour résumer, en fait, cette RFC, elle est pleine d'ambiguïté. Déjà, elle nous embête beaucoup parce qu'elle nous dit qu'on doit accepter tous les textes qui se conforment à la grammaire JSON, et encore une fois, c'est un must de RFC. Il y a même une RFC qui explique ce que ça veut dire must. Hein. C'est un absolute requirement, c'est pas oui, non, mais là, parce qu'on a un problème de... Non, c'est must. Mais en même temps, une implémentation, elle peut mettre des limites sur la taille du texte, sur le... Je dis pas que ça fait pas de sens, hein, mais c'est contradictoire. Sur la profondeur maximale, par exemple, d'ouverture de tableau, sur la précision des nombres, etc., etc. C'est-à-dire que finalement, une fonction qui retourne null, c'est un parseur pleinement compliant. Finalement, ouais, il a juste une restriction sur la taille, c'est que finalement... Donc, c'est très ennuyant. C'est cette possibilité d'introduire des restrictions sans qu'elles soient... sans qu'on sache quel type de restriction et sans même que les parseurs les documentent. Donc finalement, on a 4 cas. On a les inputs qui correspondent à la grammaire JSON et ceux qui ne correspondent pas, qui sont acceptés ou rejetés, c'est très bon. Mais finalement, on pourrait avoir des inputs qui correspondent à la grammaire, mais qui sont rejetés, et puis on va dire que c'est une limite du parseur, mais c'est bon, c'est quand même compliant. Et puis le contenu qui est parsé alors qu'il ne devrait pas, bah, c'est une extension. Donc par exemple, la virgule après le contenu, donc tableau, 1, 2, 3, virgule, fermer le tableau. Ouais, bah, c'est une extension. Donc finalement, on peut tout accepter avec cette spécification. Alors ensuite, ce que j'ai fait, bah, c'est un programme hein, qui va finalement tester un ensemble de parseurs avec un ensemble de tests. Donc on va exécuter tous les tests, on va faire exécuter tous les tests par tous les parseurs, puis j'ai essayé de trouver des parseurs dans différents langages, différents environnements, avec un petit peu de variété dans le temps aussi. Et la popularité, en fait, les parseurs vont écrire dans un fichier de log bah, leur nom, le résultat, donc il y a 4 ou 6 issues possibles, et le nom du fichier. Et en fait, le programme va ensuite dessiner les résultats dans un fichier HTML. Alors ça ressemble à ça. On a ici les noms des fichiers sur la gauche, ici le contenu des fichiers sur la droite, et puis les colonnes, c'est des parseurs. Et en rouge, c'est les crashs, en vert, c'est le résultat attendu, et puis en jaune, c'est ce qui n'aurait pas dû être parsé, mais qui l'a quand même été, et puis en marron, ce qu'on aurait dû parser, mais qu'on n'a pas parsé. Et puis en bleu, c'est les résultats où la spécification ne permet pas de dire si le parseur aurait dû accepter ou rejeter le cas. C'est souvent des cas liés à l'encodage UTF-16 ou UTF-32 ou certains points qui sont vraiment pas clairs. Donc j'ai mis implementation defined, d'où le i. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc évidemment, ce qu'on veut pas, le plus critique, c'est évidemment le crash, quoi qu'on peut discuter.
Mais le crash, ben, évidemment, le problème c'est qu'on va recevoir des données du monde de manière non contrôlée, soumises par des utilisateurs. Il faut savoir que donc le parseur JSON peut crasher, quoi. Après, il y a les cas pervers, c'est quand par exemple un string devrait pas, enfin, quand un parseur ne va pas parser un contenu envoyé par un utilisateur, c'est-à-dire un utilisateur qui va rentrer un nom /u D800 par exemple, souvent ça va simplement empêcher le parsing du document complet, donc le parseur va rejeter le document. Et puis après, ben, l'autre problème, c'est les parseurs qui sont trop libéraux, évidemment, tout va bien fonctionner, ils vont lire les contenus, sauf qu'un beau jour, on va soit changer de parseur, soit envoyer le document à une autre couche logicielle qui va le refuser. Alors après, ben, j'ai fait tout un... Si vous voulez, là c'est juste... C'est comme si j'ai un petit spot, puis j'éclaire quelques aspects de l'article que j'ai écrit. Hein, mais donc, je passe en fait à travers un certain nombre de résultats. Donc ça, c'est des parseurs en C. Donc là, je montre que finalement, ils se comportent pas de la même manière. Et puis évidemment, tout le monde adore. Alors bon, là, c'est une conférence sécurité, donc c'est toujours un peu le jeu de dire ah, mais voilà, donc lui, il pense que son parseur, il est robuste, il est rapide, portable et simple, et que sa simplicité, c'est une key feature. Et puis c'était quoi voilà, donc il est robuste et il plante pas, voilà. Et puis en fait, évidemment, ben, cet ensemble de tests permet de révéler des problèmes et des crashs dans son parseur. Et puis après, dans les issues, ah oui, non, mais c'est parce que c'est un primitive minimaliste parseur, alors il faut pas l'utiliser, il faut utiliser des grown-up alternatives. Donc voilà, et ça, on trouve ça tout le temps chez les gens qui écrivent les parseurs. Bon, enfin, c'est de bonne guerre, mais par exemple aussi côté Perl, alors lui, there is no guessing. Only JSON is accepted as input by default et it's a security feature. Mais en fait, c'est pas vrai parce que ça, c'est pas du JSON puis c'est accepté. Alors voilà, mais simplement voilà, et ben, il faut juste prendre la peine d'écrire ces tests et puis d'avoir quelque chose à montrer pour commencer à discuter. Bon, après, je me suis pas mal intéressé au parseur Objective-C, Swift, parce que je viens plutôt du développement dans le monde Apple. Et là aussi, il y a des parseurs qui existent depuis super longtemps, depuis 5-6 ans, qui sont largement utilisés. Parce qu'en fait, avant, Apple n'avait pas de parseur à lui, donc les gens utilisaient des librairies tierce parties, et il s'avère qu'on peut facilement les faire cracher, donc ce qui, la plupart du temps, bien sûr, entraîne tout le processus. Donc on peut imaginer, par exemple, je sais pas, un réseau social où le gars va donner un nom bizarre, et puis l'application mobile va vouloir afficher ce nom, puis elle pourra juste plus s'ouvrir, quoi. Donc ensuite, Apple a introduit son parseur. Alors celui-ci, il a aussi des limitations. Il va juste pas parser les nombres grands comme ça. Pourtant, au niveau grammatical, c'est du JSON correct, hein, mais c'est une limitation. Mais elle n'est pas documentée. Donc, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, quand on s'en rendra compte, ce sera finalement souvent dans la vraie vie, ce sera trop tard. Ça, c'est aussi juste un bug. En fait, le parseur devrait parser ça, sauf qu'il ne sait pas comment le faire. Alors, Apple, ils ont choisi de juste pas le parser. Mais sauf que ça ne correspond pas à la spécification. Puis après, il y a des extensions, donc ça dérange personne, hein, la virgule additionnelle, sauf que le jour où on veut donner le même fichier à un parseur pour qui c'est une erreur, ça ne marchera plus. Il y a aussi ça concerne plus la sérialisation du JSON, mais en fait, donc j'ai dit qu'en JSON, le NaN n'existe pas. Donc on pourrait avoir quelque part dans un programme une valeur qui vaut NaN parce que quelqu'un n'a pas renseigné un champ, je sais pas quoi, une division par 0, un truc qui n'était pas possible à calculer. Il faut juste savoir que ce parseur, en fait, il plante, il entraîne de nouveau tout le process au moment où il veut sérialiser double.nan. Alors après, donc il y a Swift, enfin ceux qui sont un peu dans le monde Apple, ou même les autres. Vous savez que donc Swift a été introduit il y a quelques années, puis ça a été présenté comme un langage enfin sûr, enfin il y aurait plus de bugs, plus de crash parce que le compilateur nous avertirait de tout à l'avance. Il y a évidemment des gens qui ont fait des parseurs JSON et c'est pas n'importe qui, c'était vraiment c'est des développeurs très très respectés dans le monde Apple, mais en fait Swift ou pas Swift, vraiment il y avait tous ces cas, notamment des structures qui étaient ouvertes et jamais fermées, qui plantaient. Après, il y a la question des caractères de contrôle. Ça, je trouve, c'est rigolo, puis c'est facile à comprendre, et puis ça illustre bien le point, quoi. Le point de qu'est-ce que c'est. On retombe toujours sur des questions de définition. Alors, en JSON, les caractères de contrôle, c'est cela. C'est de 0,0 jusqu'à 1F. Mais, en bash, c'est cela plus le del. Est-ce que le del, c'est un caractère de contrôle? Je sais pas. Est-ce que ceux qui pensent que del, c'est un caractère de contrôle, vous levez la main? C'est pas un caractère. Ouais, c'est embêtant. C'est un caractère. Ouais, il est entre 0 et 127, mais il se voit pas. Voilà. Donc c'est une question de définition. Donc finalement,
dans ce parseur bash JSON, ben, ça permet de révéler le bug suivant, c'est-à-dire que donc le caractère de contrôle il est censé être échappé en JSON, mais pas en bash. Donc en fait, il peut apparaître. Enfin, c'est pas un caractère de contrôle, donc il peut apparaître de manière non escapée, mais en bash ça ne marchera pas, ça va planter. Alors après, on peut regarder encore comment les gens valident JSON. On peut se demander est-ce qu'on peut utiliser des regex. Alors évidemment, c'est Internet, donc quelqu'un a essayé. Donc il y a une réponse super bien notée sur Stack Overflow, mais évidemment, donc ça marche pas. Donc, si vous partez de cette salle avec quelque chose, dites-vous, il ne faut pas croire ce qu'on lit sur Internet. Non, mais c'est vrai que ce que je vois, c'est que tant que tout ça c'est pas testé, c'est du vent, quoi. Évidemment, il y a des cas que cette regex ne parse pas, puis d'autres valeurs qui devraient être rejetées, mais qui sont quand même acceptées. Pour dire que c'est très compliqué. Voilà. Donc après, moi, j'ai eu tous mes résultats. Donc j'ai utilisé tous les parseurs que j'ai trouvés finalement, enfin pour lesquels je me suis donné la peine de mettre en place dans l'infrastructure de test, avec tous les fichiers, et puis ça donnait comme ça une immense matrice, et puis j'ai supprimé à chaque fois que j'avais enfin un ensemble de fichiers qui donnaient les mêmes résultats, j'en ai gardé qu'un. Et je suis arrivé à ça. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup plus de parseurs, mais là j'en ai juste laissé quelques-uns, c'est vraiment pour illustrer mon point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux parseurs qui vont parser les 300 et quelques fichiers de la même manière. Et là, je jette pas la pierre enfin, je jette la pierre à personne de toute façon, mais je pense pas que ce soit vraiment la faute des gens qui ont implémenté ces parseurs. Le problème, c'est que les spécifications sont floues, il n'y a pas d'implémentation de référence, mais je vais y venir. Voilà, c'est le slide d'après. Est-ce qu'il y a une implémentation de référence? Ben non, pas vraiment, mais sur json.org, on trouvait, ça date de l'année passée, on trouvait ce fichier jsonchecker.c. Donc c'est pas dit que c'est une implémentation de référence enfin, au niveau de la spécification, mais bon, c'est quand même json.org. Puis c'est quand même marqué que oui, ça détermine très rapidement si un texte JSON est syntaxiquement correct. Ok. Sauf que c'est faux. C'est-à-dire qu'il est buggé. Donc en fait, il va parser un point, alors que c'est pas un chiffre au sens du JSON, mais il va pas parser 0E1, qui est un chiffre, un nombre, pardon, au niveau du JSON. Et c'est intéressant parce que finalement, ce bug, le fait qu'on puisse parser un point, ça se retrouve dans plein d'autres parseurs, et on peut se demander dans quelle mesure est-ce que les implémenteurs d'autres parseurs, ils se sont reposés sur ce fichier qui est faux, et son statut même est ambigu, on ne sait pas si c'est une implémentation de référence ou pas. Ben, j'espère pas, puisque justement il était faux. Par contre, il est très bien écrit, c'est très joli, c'est une machine d'état, donc ça permet de suivre très facilement le problème. Donc là, en fait, quand on est dans l'état, j'ai dit quoi, c'était 0, en fait, on ne peut pas passer à l'état E. Ici, là, le E, on ne peut pas passer, il manque une transition. Donc on la rajoute, E1, E1, on passe là, et voilà, bug est corrigé. C'est très facile, super agréable, mais sauf que voilà, c'était faux. Et puis, ben, dans l'autre cas, l'acceptation de 1 point, ben là, il manque un état, donc on rajoute un état, et puis ça marche, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Mais là encore, parce qu'il n'y a pas d'ensemble de fichiers de test, ben, eux-mêmes se sont pas rendus compte de l'erreur. Ok. Donc là, j'ai parlé finalement, je parle de parseurs, mais c'était plus des JSON accepteurs, si on veut bien. Jusqu'à là, j'ai dit, est-ce que les parseurs que j'ai utilisés considéraient l'input comme valide ou pas? Est-ce qu'il a rejeté ou est-ce qu'il a accepté? Mais j'ai encore rien dit de ce qui est restitué en termes de contenu. Donc voilà, on a parlé de l'acceptation ou du rejet d'un string, hein, JSON, c'est des strings, enfin un fichier qui rentre, mais pas encore de ce qui est généré à la sortie du parseur. Alors, mon travail porte moins sur l'aspect du contenu généré, mais par contre, juste pour rendre attentif, je vais montrer pour différents types de contenus JSON, que là aussi les parseurs se comportent tous différemment et des fois de manière complètement folle. Donc par exemple, les problèmes qu'on peut avoir, c'est ici on a donc les valeurs dont les clés en fait représentent la lettre E accent aigu, mais encodées une fois sous la forme, enfin il y a deux formes normales. Enfin, il y en a plusieurs, mais donc il y a différentes manières de représenter au niveau binaire ce chiffre, cette lettre. Et selon les parseurs, en fait, ils vont comparer les clés après la normalisation ou avant. Donc en fait, certains parseurs vont dire non, mais là on a deux clés, et d'autres vont dire non, on n'en a qu'un. Notamment tous les parseurs Swift.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme curiosité? Oui, quand on a une même clé avec une valeur différente, ben là aussi, on voit très bien que chaque parseur fait un petit peu, alors souvent ça dépend bien sûr du langage de l'environnement, mais fait un petit peu à sa sauce. Et tout ça, évidemment que c'est pas documenté, hein. Enfin, je veux dire, il faut le constater, l'observer. Qu'est-ce qui se passe quand on a une même clé, une même valeur? Ben, parfois on va retrouver, enfin quand on a deux fois la même clé et valeur, ben, des fois on les retrouve, des fois pas. Qu'est-ce qui se passe avec le moins 0? Ben, le 0, ouais, 0, moins 0, ben, des fois c'est pareil, des fois pas, des fois on retrouve les deux, des fois il est transformé en 0. Donc voilà, on a tous ces cas limites qui sont finalement pas traités dans la spécification et pas documentés par les parseurs. On a bien sûr des tas de problèmes de précision. Qu'est-ce qui se passe avec 1E-999? Ben, parfois les parseurs restituent un float, parfois un double, parfois ça vaut 0, parfois même un string, parfois une erreur. C'est le, j'ose pas dire le Far West, mais oui, c'est des cas limites, mais oui, oui, mais c'est là que les problèmes arrivent. Parfois même les chiffres se retrouvent modifiés, en fait. Donc lui, il est trop long, donc finalement, c'est un parseur en C, mais il n'y en a pas tellement en C. Un C-JSON, c'est quand même un des... Enfin, il me semble un des principaux, quoi. Le nombre est modifié, puis voilà. Not for this one, we could have a look at the source code and debug it. Yes, donc voilà, les problèmes ils vont survenir finalement quand deux couches logicielles vont parser le même contenu mais sortir des données de manière différente. Un dernier sur les strings parce que ça, ouais, de nouveau ça résume un peu le propos. Donc en fait là par exemple on a le byte 0 mais qui est encodé sous sa forme U0000. Certains parseurs s'arrêtent parce qu'ils ont vu un byte 0 à un moment dans la manière dont ils sont écrits, donc on n'aura plus que le A, d'autres vont restituer le tout, d'autres juste A et B, etc. Aussi pour les caractères Unicode invalides ou problématiques, parfois ils vont être remplacés, parfois pas. Voilà. Sinon, ben, juste pour Ange, lui, alors Ange c'était une explication pourquoi UD800, UD800, donc une paire de surrogates avec deux valeurs invalides, sont transformés en Ruby en F0 90 80 80. Alors ça, ça, voilà. Et puis RJSON aussi, là aussi, c'est des valeurs. Évidemment, il faudrait y aller au debugger puis comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs qui ressortent. En Python aussi, en fait, ouais. Bon, ça c'est les bytes UTF-8 bruts pour cette valeur invalide. En fait, en Python, il va la restituer sous forme de string en Python 2, puis il y aura une erreur de décodage en Python 3. Donc ouais, c'est le bazar. Mais c'est encore le cas où on a finalement un vecteur qui est valide et une payload qui est invalide. Évidemment, je pouvais pas rester sans rien faire. Donc, ouais, non, juste à titre d'exercice, j'ai essayé d'écrire un parseur JSON selon ma compréhension de la RFC 7159. Donc il est là. Je pense qu'il faut pas l'utiliser. Je pense qu'il est super lent, mais en fait, il passe les tests et il est pas si long que ça. Ça fait à peu près 600 lignes. Donc, le problème, c'est pas l'écriture du parseur. Le problème, c'est les spécifications qui sont floues. Alors en conclusion, donc vous avez compris, j'ai pas trouvé deux parseurs qui se comportaient de la même manière. Je pense que c'est fait parce que les spécifications, donc la dernière, la 7159 est underspecified, elle laisse beaucoup de points sujets à l'interprétation, elle se repose de manière un peu commode sur la norme Unicode et au final, le format que beaucoup pensent si simple, si facile à utiliser, si clair, il a une grande complexité, mais elle est juste cachée, elle n'est pas apparente. Donc il n'y a pas de suite de tests officielle, il n'y a même pas de suite de, enfin il n'y avait pas de suite de tests. Il y avait des tests. Souvent, à côté des parseurs, on trouve des fois un dossier de test, mais dedans il y a des fois 20 fichiers, puis ça teste les cas nominaux, quoi. Donc c'est pas très utile. L'implémentation de référence qui n'était pas présentée comme telle, mais bon, elle était quand même buggée jusqu'à l'année passée. Et puis finalement, bah, pour moi, JSON, ça rentre dans la famille de ces standards, de ces technologies qui sont fragiles. Hein. On peut discuter, bien sûr, mais là-dedans, pour moi, il y a le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, toutes ces technologies, en fait, qui sont easy to start with, on pourrait dire, où les gens commencent à bidouiller, à construire quelque chose, un petit projet, une petite lib qui va être utilisée simplement en tapant dans un éditeur de texte, en regardant le résultat à côté. Et pour finir, ouais, on voit que c'est un peu fragile. Bon, faut voir aussi ce qu'il y avait avant le JSON. Hein. C'était le SOAP, le XML, et enfin, c'était encore un autre monde. Voilà. Puis après cette conclusion, le follow-up, donc quelques éléments sur cette recherche, on pourrait dire. Donc en fait, enfin moi j'étais content parce que
comme disait Ange dans le talk avant, au moment où on commence à s'intéresser à quelque chose, ben, on ne sait même pas si soi-même on est fou, si on perd son temps, et pourquoi on fait ça. C'est comme s'il y a un petit moteur qui nous pousse à creuser plus loin. Et puis bah, finalement, les gens, ils ont quand même, je pense, apprécié enfin, ils ont trouvé de l'intérêt là-dedans. En tout cas, ils ont quand même pas mal discuté. Et puis, alors donc dans les suites, ça c'est un peu, il y a quelques slides ouais, c'est pas pour rigoler, mais un peu quand même. Par exemple, en fait, il y a un gars qui a fait une issue sur le repos des tests en expliquant qu'il pouvait pas faire un check-out du projet parce que sur Windows ça marchait pas. Tellement les fichiers avaient du contenu inattendu. Donc voilà, clone succeeded but checkout failed. Bon, voilà. Sinon, ben, une fois que l'article a été publié, ben, évidemment, ça a intéressé les auteurs de parseurs. Alors, je pense que ça a quand même amélioré la qualité des parseurs, mais au final, ça améliore quoi? On ne sait toujours pas ce qu'on doit faire en tant qu'auteur de parseur. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont fixé leur parseur, puis évidemment, il y a plein de gens qui écrivent. Ah oui, non, mais ça va pas parce que moi j'ai fait un super parseur, puis t'as pas regardé, puis il devrait jamais cracher. Et puis, donc juste lui, c'est un super, parce que c'est filmé, donc j'explique que Kevin Ballard, c'est un super développeur pour qui j'ai un immense respect, c'est pour ça que je mets son slide ici. Mais voilà, donc lui, il a fait son mail ici, il a fait une librairie, évidemment, qui crachait, et ce à quoi on s'attendait pas. Et après, c'était super intéressant parce que lui, mais comme d'autres, mais moi j'adore les gens qui prennent la peine d'écrire ce genre de message où en détail vraiment on va commencer à discuter de l'interprétation des RFC, de savoir ce que c'est, enfin tous les problèmes d'encodage ultra obscur UTF-16 qui intéressent personne sauf nous. Voilà, puis après ça c'est juste quelques exemples aussi pour rigoler. J'ai reçu des mails, je m'attendais tellement pas. Ah donc lui il dit que bon, j'ai fait le travail de Dieu, alors ça, je suis pas sûr. Par contre, il aimerait m'acheter une bière, il va m'envoyer $12. Moi, je n'ai toujours pas répondu, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Après, il y a un monsieur de Chine qui m'a écrit pour que je lui apprenne la programmation. Bon, là, j'avais pas le temps, mais ça m'a fait rire. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait, lui Ouais, voilà, Beautiful Work, voilà, lui, il veut me rencontrer en personne et tout. Du coup, ouais, ça m'a touché parce que c'est quand même beaucoup d'heures passées tout seul devant un écran. Puis après, quand les gens, ils montrent des fois un côté un petit peu humain, ça fait plaisir aussi. Sinon, au niveau des conséquences aussi, donc ça a permis quand même, enfin la test suite, elle a permis de corriger un crash dans SQLite, dans des versions assez récentes, c'est-à-dire que là, on est à macOS 10.13, mais jusqu'à 10.12 en fait, si on crée, c'est quoi, 100 000 crochets ouvrants, SQLite plante avec une segfault dans la fonction JSON valide. Donc là aussi, on pourrait imaginer des scénarios d'attaque avec un contenu qui va faire juste planter SQLite, ce qui peut, selon quoi, être assez embêtant. Ça, c'est un slide que j'ai rajouté juste avant. C'est de nouveau Ange qui m'a indiqué hier soir qu'il y avait apparemment un bug dans CoachDB. Alors ça, j'ai pas du tout essayé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on envoie un dictionnaire, donc ça s'appelle un objet en JSON et en JavaScript, un objet avec 2 fois la même clé. Et en fait, il y a 2 parseurs. Il y a un parseur en JavaScript et un parseur en Erlang. Et pour Erlang, c'était quoi oui, pour Erlang, en fait, il va retenir cette valeur, mais JavaScript, pour une raison ou pour une autre, en fait, il va considérer les deux puis prendre la dernière. Bref, on sera. Donc en fait, ce cas-là, il permet, si j'ai bien compris, de passer une première barrière JavaScript dans laquelle une première couche logicielle, un premier contrôle dans lequel on n'est pas admin, mais après, dans la couche logicielle d'après, on est admin. Voilà. Et puis apparemment, ça permet de faire des choses pas prévues. Ça, je crois que c'est le dernier slide. Oui, donc pour dire aussi sur JSON.org, finalement, l'implémentation de référence, donc ce fichier jsonchecker.c, il a été depuis supprimé. Et maintenant, JSON.org renvoie sur GitHub, où Douglas Crockford, donc c'est le monsieur qui a fait la première spécification de JSON, a uploadé ces fichiers-là qui donc corrigent en fait les 2 problèmes. Donc maintenant, on a non seulement une implémentation qui est correcte, mais sur laquelle en plus on peut faire des issues et des pull requests. Voilà, donc tout ce que j'ai expliqué, c'est écrit dans un article qui se trouve sur mon site, sario.ch. Et voilà, et je crois que c'est le dernier slide, c'est voilà. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. 2 secondes, oui.
Est-ce que tu vas écrire ta spécification après? Non, mais il faudrait. Enfin, oui. Alors, je crois qu'on aurait juste un problème de plus, en fait. Enfin, une spécification JSON, tu veux dire? Bah oui. Ben oui, mais le problème, c'est qu'elle serait incompatible avec les parseurs qui existent et elle serait différente des spécifications qui existent avant. Tu sais, il y a un fameux XKCD, je le mets même plus, mais où il y a un gars qui dit oui, on a un problème, on a trop de standards, et puis un autre qui veut faire un standard de plus. Je pense que c'est pas la solution. En fait, je pense pas qu'il y a. Enfin, j'ai pas de solution, moi. Je me contente juste de dire attention, une spécification trop simple, ben ça veut dire qu'elle est pas claire et du coup les parseurs la comprennent tous différemment. Une autre question? Est-ce que les tests permettent de faire le fingerprinting de quel librairie utiliser? Oui, c'est Dom, il est là. Et voilà. C'est un truc qu'un ami avait tout de suite pensé à faire en fait quand il a vu l'article. Alors moi, je m'y suis pas pris comme ça, enfin je l'ai pas fait, mais effectivement, on pourrait imaginer d'envoyer des jeux de fichiers qui soient préparés de manière à ce qu'on sache quelle technologie on a en face. Ouais, on pourrait, c'est vrai. Ça a été quoi le point de départ d'écrire tous ces tests? C'est comment d'un coup un matin on Ouais. se lève et puis on se dit allez hop je vais Bonne écrire question. une série de Je tests sais pour la plus. Attends, spécification. j'essaie de me souvenir. Le point de départ. Oui, je crois. Oui, je crois que je sais. Le point de départ, alors, c'était Swift. Donc, comme j'ai dit, moi, je suis plutôt développeur, plutôt côté monde Apple, et puis c'est parti de ce parseur-là, où finalement, ils ont voulu utiliser des propriétés du langage Swift pour écrire un parseur qui soit beau, simple, rapide, élégant, complet, sûr, etc. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à regarder les parseurs JSON. Mais après, au niveau, on va dire, philosophique, de nouveau, comme j'ai dit, j'ai été largement inspiré par le travail de Ange, qui consiste à observer les spécifications et à les comparer avec la réalité. D'autres questions? Est-ce que GraphQL, ça pourrait être une solution? Donc, est-ce que GraphQL pourrait être une solution puisque ça introduit des types dans le JSON qu'on envoie au serveur? Une solution au problème qui existe aujourd'hui, non. Après, GraphQL s'appuie sur JSON finalement, mais GraphQL il va pas dire qu'est-ce que c'est qu'un string ou qu'est-ce que c'est qu'un nombre, ou bien. Parce que GraphQL, alors je connais peut-être pas assez, mais pour moi c'est une technologie, mais tu pourrais parser le JSON qui décrit la requête GraphQL avec différents parseurs. Ouais. Après, si on veut bien, le salut technologique qui serait peut-être plus à chercher, alors de mon point de vue, mais j'en sais rien, il y aura aussi d'autres problèmes, mais du côté des protocoles de serialisation binaire, on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment une idée si brillante que ça d'envoyer du texte, quoi, de représenter, de serialiser les choses sous forme de texte, serialiser un nombre sous forme de texte, peut-être ça pose problème. Peut-être qu'il y a des protocoles comme Protobuf, par exemple, qui sont peut-être plus sûrs, mais je sais pas, faudrait se pencher dessus. Ok, encore une autre question? Est-ce que tu as déjà eu envie de regarder JSON-Path? Regardez quoi? JSON-Path. C'est quoi? C'est un peu comme XPath, mais pour JSON. Non, je l'ai pas regardé. Tu devrais. D'accord, I will. Encore une des questions? Est-ce que tu as eu des nouvelles de la personne qui a écrit la spécification JSON? Est-ce qu'il t'a envoyé un message pour... Non, par contre, j'ai eu un mail de Tim Bray, je crois, qui avait fait le... C'était celle-ci. Je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais c'était un truc très, très court, mais pas de Crockford, non. Mais je pense qu'il a vu ce que j'ai fait parce que c'est lui c'est son repos, hein, celui-ci, sur GitHub. Mais lui, non, j'ai pas communiqué directement avec lui. D'accord, mais est-ce que ce serait... Alors, je sais pas, je pense qu'il y a des listes sur lesquelles on peut écrire justement sur la spécification JSON. Est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de les mettre devant les
les problématiques que pose la RFC, en tout cas, en tout cas tout ce qui n'est pas logique en soi ou tout ce qui est trop ouvert, étant donné qu'on voit effectivement qu'un parseur JSON valide, ce serait de retourner nul pour tout. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un problème sur la RFC peut-être sur lequel on devrait se pencher sûrement un peu plus? En fait, oui, mais alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine bien qu'il y a une période de discussion sur ces RFC, et donc il y a des commentaires. Tu vois, ça c'est les erratas qui sont venus sur la 7559, mais c'est presque trop tard à ce stade-là. Donc oui, il y a des gens qui soulèvent des problèmes, puis les éditeurs disent oui, ça c'est un problème, ça non, bah là on va plutôt faire comme ça. Mais c'est presque trop tard. Puis là, on n'est pas en train d'essayer de construire un système entre quatre murs. En fait, on observe que dans le monde entier, dans la nature, ben, c'est comme ça. Il y a un standard, c'est le standard d'échange de données web, mobile, qui prévaut, quoi. Et puis, ben, ce standard, il a des aspects qui sont pas assez bien spécifiés, et du coup, il y a des tas de problèmes. Ok, merci. Merci. Voilà, encore des questions? C'est plutôt un commentaire. Quand tu as montré la slide avec le passing Swift, en fait, il y avait un Swift.string dans la partie... Ça? Oui. Oui. Donc, le fait, c'est que là derrière, il y a un passeur string défini avec le format Unicode. Oui. Et donc là, il n'y a pas une réplication d'un passeur JSON, il y a un passeur JSON qui se base sur un passeur existant. Oui. Donc c'est clair que les différences viennent aussi du fait que le standard JSON ne suit pas le standard Unicode ou d'autres standards de formatation de string. Autrement, chacun doit faire son passing, son passeur de string qui est disons, qui est l'implémentation de ce que JSON veut faire. Alors, c'est juste que, effectivement, chaque parseur va utiliser des facilités, et c'est normal du point de vue programmeur de l'environnement. On a vu avec les caractères de contrôle. Le gars qui bosse en bash, il va dire, ah, c'est le caractère de contrôle, pour moi, c'est 2 points, CTRL, char, je sais pas quoi, 2 points. Et là, pour les strings, c'est pareil. On va se reposer sur Swift en l'occurrence, mais Swift, au moment, on a vu aussi pour les clés des dictionnaires, Swift qui compare 2 clés de dictionnaire pour savoir si elles sont les mêmes, il va d'abord les normaliser en format NFC. Mais peut-être un autre environnement, j'en sais rien, Java, je sais pas quoi, il va pas le faire. Il va comparer les formes binaires. Et là, le standard Unicode, il nous est d'aucun secours. Et il dit, oui, il y a différentes formes normales, mais il dit pas dans laquelle il faut utiliser pour comparer des strings. Voilà. Ouais. C'est bon. Merci. Ok, merci. Je pense que c'était la dernière question. Merci, Nicolas.